aussi qui s'occupe du groupe psy du GMI. Donc je ne suis pas une quarantaine, une cinquantaine de psychologues et psychiatres que tu réunis de temps en temps pour parler des dérives sectaires, les initier ou les former par différents intervenants. Effectivement, j'ai préparé hier soir cette présentation sur le trouble de stress post-traumatique et c'est pas du tout mon avis, c'est écrit dans les manuels de psychiatrie avec quelques commentaires à la fin sur le spécifique de ces troubles chez les victimes de dérives sectaires. Merci. Avant de commencer la présentation, je vais juste faire un petit résumé de mon parcours, comment je me suis retrouvée ici. En fait, j'ai une expérience personnelle de dérive sectaire. Voilà, dans quelques diapos, je vais vous présenter les critères diagnostiques pour le trouble de stress post-traumatique et le trouble de stress post-traumatique complexe lié au dérive sectaire. Donc le trouble de stress post-traumatique, comme le titre le dit, c'est une pathologie psychique ayant comme cause un événement traumatique, une agression. Comme on va le voir dans le cas de trouble de stress post-traumatique complexe, c'est moins parfois évident. Il ne s'agit pas forcément d'une agression bien claire, délimitée dans le temps. Mais pour le TSPT, en général, on parle de TSPT quand ça arrive après une agression bien délimitée. Ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être une agression par quelqu'un d'autre, ou visionner l'agression de quelqu'un que on ne connaît pas, mais être témoin donc d'une telle agression. Et dans les critères, on parle aussi du fait que notre intégrité physique ou psychique est menacée ou celle de la personne dont l'agression on est témoin. Historiquement, on parle de trauma depuis des milliers d'années, mais dans la médecine moderne, ça a commencé plutôt autour des dernières guerres, quand on parlait de cœur du soldat ou syndrome du vent du boulet. Donc ceux qui avaient senti la mort très proche, mais ils ne sont pas morts, mais du coup ils avaient des symptômes très spécifiques. Ils ont vécu une sensation de danger imminent. Est-ce que toutes les personnes qui ont eu cette sensation vont développer un trouble de stress post-traumatique? Eh bien non, en fait c'est entre 10 et 20% des personnes qui vont développer. Donc 80%, même s'ils ont été témoins ou ils ont subi cette agression, ils ne vont pas développer ce TSPT. On parle d'une vulnérabilité biologique aussi par rapport aux expériences antérieures, un terrain qui s'installe, qui fait que certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres à développer ce type de diagnostic ultérieurement. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Imaginez vous qu'au moment de l'agression, il y a comme un feu qui s'allume et qui, chez la plupart des personnes, au bout d'1 mois maximum, ce feu il s'éteint parce que le cerveau, le cortex, il arrive à processer cet événement. C'est chez personne, ce processus en fait d'intégration de l'événement, il se produit d'une façon incorrecte. Donc il y a un incendie il est là en permanence, qui se réactive de temps en temps. Donc on parle d'un blocage émotionnel à l'état du moment de l'agression. Donc de point de vue neuropsychique, donc il y a un non-contrôle de l'amygdale. Vous savez, l'amygdale c'est une toute petite partie du cerveau qui est responsable des émotions, en mode survie permanent. Donc c'est l'installation de troubles de stress post-traumatique qui est une affection chronique. Les réactions naturelles au stress, ce sont le combat, soit la fuite, soit la tétanie, donc la personne peut se figer. C'est important de parler de surtout la dernière, parce que certaines victimes, ils ne se défendent pas, ils se portent comme, on va parler plus tard peut-être des poupées de chiffon, et parfois, ça peut être utilisé contre elle dans la justice, mais elle ne s'est défendue pas, ça veut dire qu'elle était consentante. Ben non, pas du tout, parce que justement, une des spécifiques de réaction au stress, parfois chez certaines personnes, c'est de se figer, de ne pas réagir. Toutes ces personnes sont dominées pendant très longtemps de leur vie par des sentiments d'impuissance, de honte, de culpabilité très fortes à partir de l'événement en cause. Donc les classes des symptômes et certaines parties de témoignages qu'on a pu écouter jusqu'à ce moment, vous avez reconnu les réviviscences, donc les flashbacks incontrôlables, les cauchemars. Donc les événements, souvent d'une façon fragmentée, revient d'une façon terrifiante, soit pendant les rêves, soit pendant la vie de tous les jours. Parfois, il se souvient juste des petits morceaux, ça peut être une odeur, ça peut être un tableau, une fleur, pas tout l'événement, parce que souvent, pendant l'événement traumatique, il y a une dissociation, c'est-à-dire un manque d'intégration qui se passe normalement entre la mémoire, la conscience, la cognition. Il y a aussi l'évitement, donc tout ce qui rappelle l'événement, la personne essaie de l'éviter.
Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un renforcement en fait du trouble par cet événement et psychothérapie qui arrive après. On essaie en fait de réintégrer toutes ces informations et faire en sorte que cet évitement se passe de moins en moins. Il ne faut pas intervenir d'une façon brutale. Ça se fait pendant des mois, parfois des années, pour arriver en fait que cet évitement il a plus lieu. Troisième classe des symptômes, c'est une hyperactivation neurovégétative. Donc souvenez-vous que la personne elle est en état de peur permanente, de danger, une sensation de danger permanent qu'elle ne sait plus nommer en fait. Donc une hypervigilance, des troubles de sommeil et aussi ils peuvent intervenir des problèmes émotionnels comme de l'impulsivité, de la colère, inexplicables pour les personnes autour de la victime. Il y a un quatrième type de symptômes qu'on appelle les altérations des cognitions et des affects, dont la fameuse amnésie dissociative. Je ne vais pas rentrer dans la discussion en ce moment, mais il y a tout un combat entre différentes des professionnels, des obéissances différentes qui pensent que ça existe ou ça n'existe pas. Donc la peur, la colère, l'irritabilité. Beaucoup de ces personnes ont des troubles dépressifs, des troubles anxieux. Il y a un retrait social aussi par cette boucle de l'évitement parce qu'au début, ils évitent les lieux, les souvenirs, mais puis ils évitent de sortir tout simplement. Ils évitent tout simplement de voir les gens, donc ils s'enferment. Une réduction dans l'expression des sentiments positifs. Il y a une forme dissociative où les symptômes de dissociation sont beaucoup plus fortes, avec une dépersonnalisation, donc ils sont un observateur de l'extérieur de eux-mêmes, un sentiment de détachement qui peut être très bizarre, ils peuvent raconter des faits absolument horribles avec un sentiment de détachement très incongru, et une déréalisation, où le monde autour peut être perçu comme irréel, comme dans un rêve. C'est quoi les mécanismes connus aujourd'hui de troubles de stress post-traumatique? Donc l'évitement se fait aussi par le fait que le cortex, donc le cerveau plus récemment développé, ne peut pas traiter l'information parce que pendant le trauma, en fait, l'amygdale est celle qui a été très fortement activée, le cortex un peu moins. Donc la personne elle reste quelque part bloquée dans une sorte de boucle non nuancée, voire parfois avec des fausses croyances de type j'aurais pu me défendre, c'est de ma faute, je suis sale, etc. Donc avec tout ça, vous imaginez que la vie de la personne est fortement affectée et il y a quasi toujours des complications, dont les troubles dépressifs, suicide, addiction. Les addictions sont très courantes, l'alcool ou d'autres. Qu'est-ce qu'on a comme traitement pour l'instant? Donc le traitement médicamenteux, il est utile que juste après le trauma. Donc si on arrive à retrouver la personne juste après le trauma, lui donner un bêta-bloquant, donc c'est une substance qui est utilisée en général pour des troubles cardiovasculaires, mais qui fait ralentir le battement de cœur, donc calme un peu toutes ces réactions physiologiques autour du stress. On a vu qu'on peut empêcher le trouble de stress post-traumatique se former, mais ça immédiatement après le trauma. Plus tard, les traitements vont servir juste psychopharmacologiques, dont les médicaments vont servir juste pour traiter comme des béquilles, en fait les troubles suicides, anxieux, mais ça ne va pas traiter le fond de problème. Donc pour ça, des psychothérapies ont été développées, donc des types cognitives comportementales, pour arriver à une intégration de souvenirs et faire en sorte que la victime, en fait, elle se reconstruit après les événements traumatiques. Alors, qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique complexe? C'est déjà une entité diagnostique qui est reconnue par le manuel diagnostique européen. Il n'est pas encore reconnu aux États-Unis, mais ils sont en train de réfléchir dessus. En comparaison avec le TSPT simple, les agressions dans le TSPT complexe sont des agressions répétées et toujours par un individu ou plusieurs individus. Donc, c'est souvent dans une famille ou dans un groupe coercitif. Et d'ici le fait que c'est très relevant ce TSPT complexe pour les victimes de dérives sectaires. Donc, il arrive quand la victime est souvent en impossibilité de fuir, donc en captivité, donc dans les groupes coercitifs, c'est un exemple. En fait, ça arrive souvent quand les personnes sont très jeunes, avec un impact très important sur le développement ultérieur, cognitif, émotionnel, relationnel, mais ça peut se développer aussi à l'âge adulte. Donc les symptômes de TSPT complexe
sont les mêmes que ce qu'on a vu pour le TSPT simple, avec les réviviscences, l'évitement et hyperactivation, mais il y a une deuxième triade des troubles de l'organisation de soi, avec des troubles de la régulation émotionnelle, avec une anesthésie affective ou hyperactivité, impulsivité, troubles des relations interpersonnelles, difficulté à faire confiance, retrait social, et un troisième trouble de la perception de soi, avec une vision négative de soi, honte, culpabilité. Les évolutions peuvent être masquées par la prédominance des manifestations comportementales, addiction, encore une fois, conduite auto- et hétéroagressive. Souvent, le diagnostic de TSPTC il est confondu avec des troubles de personnalité, surtout le trouble de la personnalité borderline ou état limite. Donc pour la TSPTC, l'étiologie est souvent multifactorielle, donc ce n'est pas un événement. Pour un TSPT simple, il peut y avoir un accident de circulation, voilà, le TSPT peut s'installer. Dans le TSPT complexe, il s'agit souvent des agressions répétées de type harcèlement, abus psychique, etc. Comme dans le TSPT simple, les comorbidités s'installent, souvent troubles dépressifs, anxieux, troubles de personnalité borderline, addiction. Dans le TSPTC, l'élément central, c'est la dissociation. Donc, perturbation des fonctions qui sont normalement intégrées, la mémoire, perception, émotion, de la conscience. Il y a aussi ce qu'on appelle les crises fonctionnelles, qu'on appelait autrefois les crises d'hystérie. C'est un symptôme dissociatif qui a été lié à ces types de traumas interpersonnels fréquents et qui arrivent souvent des plus jeunes âges. Ici, c'est un exemple d'un état dissociatif qu'autrefois on appelait label indifférence. La citation, elle vient de livre de trauma complexe, grand livre de trauma complexe. Une jeune femme qui dit après avoir subi un viol, ce n'était pas si grave. Je n'étais pas vraiment dans ce lit, j'étais à côté d'une rivière, j'entendais les petits oiseaux et je sentais le soleil sur ma peau. Donc en fait, elle s'était coupée de l'événement complètement et c'est un mécanisme protecteur qui apparaît au moment d'un stress, d'une agression violente, mais qui, au fur et à mesure qu'il s'installe, peut devenir très désadaptatif en fait. Et voilà pour les dérives sectaires. Ça a été déjà invoqué ici le problème que les professionnels de santé mentale, et pas qu'en France, sont très peu formés, problématiques spécifiques de victimes de dérives sectaires, et j'étais très contente d'entendre qu'il y a un programme de formation qui est en cours, donc je serais très intéressée d'apprendre plus sur ça, parce que d'abord, ces personnes, ils vont se présenter chez le médecin avec des troubles anxieux, des troubles dépressifs, et on va leur donner des médicaments. C'est pas mal, ça va les soulager, mais comme je disais, ça ne traite pas le problème de fond. Par rapport à d'autres types de victimes, les victimes de dérives sectaires parlent encore moins de leur vécu, par peur, honte, et peur de ne pas être comprises, pour plusieurs raisons. Moi, je suis restée que quelques années dans cette organisation, école de philosophie, et déjà, j'avais l'impression que je pouvais parler de certaines choses qu'avec les personnes qui étaient à l'intérieur. En dehors de ce groupe, on ne va pas comprendre parce que déjà il y a un jargon qui se crée, donc c'est au niveau verbal, mais après la façon de penser, toutes les idéologies en fait qui nous fournissent, nous séparent du monde. Donc les victimes de dérives sectaires, ils vont être encore plus difficiles pour eux de se confier à leur médecin. Et beaucoup aussi craignent les professionnels de santé, surtout les psychiatres et les psychologues. Comme vous savez, dans les groupes sectaires, ces types de professionnels sont très mal vus, parfois il y a des interdits. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'éducation des médecins et des psychologues comprise dans l'étude de base. Il y a des formations que certains peuvent faire, mais dans les études de base à la fac, ils ne vont pas apprendre en fait. Ils vont être surtout traités pour leurs symptômes, pour les dépressions, pour les angoisses, etc., sans comprendre le contexte. Et pour finir, je voulais présenter le modèle Dieter Hoffmann. Donc, c'est un psychiatre allemand qui a étudié justement comment on pouvait améliorer la prise en charge thérapeutique des victimes de dérives sectaires. Et ce 3 pas, en fait, il a démontré que si un médecin il serait formé en fait à prendre en compte ces 3 pas, il pourrait aider beaucoup plus la victime. L'an dernier, pour une conférence internationale sur les dérives sectaires, avec une collègue d'origine espagnole, psychologue, on a fait une étude nous-mêmes où on a discuté avec des victimes de dérives sectaires et on a vérifié en fait que ceux qui ont bénéficié de ce modèle, ils étaient beaucoup mieux psychologiquement et plus vite
que ceux qui ont été juste traités avec des médicaments. Je n'ai rien contre les médicaments, ils peuvent être très utiles, mais ce n'est pas suffisant dans ce cas-là. Donc les 3 pas, d'abord, le médecin il devrait se renseigner sur l'idéologie, la vision du monde, les méthodes utilisées, les sanctions de comportement pour pouvoir parler avec la personne de ce qui lui est arrivé. Les prophéties à caractère personnel en cas de départ du groupe. Et ces prophéties sont souvent menaçantes. Je vais profiter de ça pour raconter une histoire personnelle liée à mon départ de groupe dont je vous avais parlé. Dans ce groupe, on dépose un serment de loyauté et à la fin du serment, en fait, il y a une sorte de menace qui nous dit que si on n'est pas loyaux, il pourra avoir une sorte de punition métaphysique. C'est très fin dans le texte, mais on le comprend bien de quoi il s'agit. Moi, j'ai une formation scientifique, je ne croyais pas trop à ces choses-là, ça m'intéressait plus le côté philosophique. Donc, quand j'ai vu que ça partait dans l'autre sens, je suis sortie du groupe, mais à la sortie, j'ai fait quand même des cauchemars. J'avais très peur qu'ils allaient me poursuivre. Et j'ai fait une maladie auto-immune qui, heureusement, a été soignée en 3 mois, donc ce n'était pas du tout grave. Mais il y a eu des influences sur moi très importantes, la peur au moment du départ. Donc c'est à prendre en compte. Donc ça c'est le pas numéro 1, c'est comment on commence à rentrer en contact avec la personne. Donc il faut faire tout ça. Un deuxième, c'est donner une psychoéducation sur les méthodes de l'emprise, les phénomènes, expliquer les phénomènes comme la dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est une prophétie autoréalisée, l'impact personnel de la soumission et des croyances inculquées. Et un troisième, après la personne elle est plutôt bien, donc ça peut prendre des mois voire des années, une analyse des facteurs prédisposants de l'entrée, pourquoi ça a été difficile de dire non, partir plus tôt. Ça c'est pas du tout à discuter au début, ça peut culpabiliser la personne, dire que c'était de sa faute, ce qui n'est pas du tout vrai, mais faire une analyse personnelle à la fin de traitement, quand on a compris qu'on est victime et on a bien évolué, on peut discuter en fait pour être sûr que ça n'arrivera plus. Parce que vous savez, beaucoup de personnes qui sortent des dérives sectaires, il y en a dans d'autres après. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions. Merci Elena. Donc ce que tu nous as dit, c'est le regard de la professionnelle sur la question, mais aussi de l'expérience vécue, puisque tu as connu ce que c'est un groupe sectaire, et puis aussi dans ta permanence d'accueil du GMI, où tu reçois des gens qui désirent avoir une approche psychologique sur leur situation de dérive sectaire. Vous pourrez la contacter puisqu'elle est correspondante du GNPI pour le département 69 du Rhône. Et comme je vous l'ai dit tout au long de cet après-midi, vous allez sur le site du GNPI, rubrique contact, et vous trouverez dans le département du Rhône son email. Voilà, c'est ça. Et aussi, il y a les 2 personnes qui font la permanence psy. Donc moi, c'est celle que vous contactez par mail. D'abord. Voilà, c'est ça. J'ai été très surpris par la dernière phrase que vous avez dite, c'est-à-dire d'attendre la fin de l'évolution avant de parler de ce qui a été à l'origine. Alors que moi, j'aurais eu le réflexe plutôt inverse, je ne suis pas du tout dans le domaine psy, donc, de dire, tiens, on s'attaque à la cause, je dirais directement, pour la prise de conscience. Ça a été mon réflexe. Oui, absolument, et je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'ai tenu de parler de ça. C'est parce que poser la question, mais comment ça se fait que tu es rentré dedans, ça culpabilise la personne, quand on sait bien, en fait, qu'on est tous vulnérables. Maintenant, je peux le dire. Là, on est contre des tasses et il y a des anses. Si quelqu'un il peut trouver l'anse, quelque chose qui nous intéresse, il peut nous amener vers l'emprise. Il y a que ceux qui se croient invulnérables, en fait, qui sont les plus vulnérables. Concernant les thérapies appliquées au stress post-traumatique, est-ce que vous avez entendu parler de la thérapie du docteur Marie-Claude Lénès, qui est psychiatre à Montpellier, qui a été enseignante en victimologie et qui a mis au point une méthode de thérapie assez brève. Moi, j'ai fait beaucoup d'écoutes et nous avons orienté beaucoup de personnes qui se sont remis à vivre, vraiment. Et elle a été envoyée au Kosovo lorsqu'il y a eu ces massacres, en Algérie lorsqu'il y a eu des tremblements de terre. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler? Elle a écrit un livre qui s'appelle Thérapie psychosensorielle, la traversée du psychotrauma, aux éditions Sauron à Montpellier. Je ne connais pas ce livre, mais les thérapies psychosensorielles sont connues, ils font partie de thérapies reconnues comme possiblement efficaces. Il y a tout un arsenal et en fait, il faut adapter à chaque victime.